Bonjour et bienvenue dans le podcast thématique historique qui m'a été demandé plusieurs fois. Donc voilà, je me suis dit tiens, allez, on va le faire. Simplement, je tenais quand même à dire que c'est une thématique, donc c'est, comme vous l'avez vu dans le titre, la résistance française sous la Seconde Guerre mondiale. C'est une thématique très dense, où on pourrait passer facilement des heures et des heures à en parler. Donc j'ai pris un prisme particulier de faire un espèce d'état des lieux assez schématique et on va dire réduit, pour ne pas vous inonder d'informations, sachant que je pense que la plupart du temps vous en connaissez beaucoup aussi sur les thématiques historiques que j'aborde, et que ce n'est pas la peine non plus de rabâcher, que je rappelle, je ne suis pas un professeur d'histoire et que je ne suis pas habilité à faire des cours, on va dire, historique sans faire de bêtises. Simplement, moi, et je rappelle, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé, donc je rappelle que je lis beaucoup de documentation, même quand je connais bien le sujet. Je prends ce qui me paraît être le plus général et facile d'accès à tout le monde, tout en étant quand même un petit peu pointu, et que je fais des synthèses. Donc je pique, et mes sources sont toujours les mêmes, Gallica, la BNF, Universalis, les encyclopédies historiques que je peux avoir, et en l'occurrence pas mal de livres on va dire de généralité sur la résistance, y compris des articles de presse, et là il y en a quelques-uns, et là il y a carrément des documents que j'ai trouvés dans des archives départementales, et vous verrez dans le PDF que vous avez des illustrations. Les archives, c'est les archives nationales et les archives départementales pour la grosse partie. Donc, quand j'ai les sources, et au début de chaque podcast, je cite où je suis allée chercher mes affaires, et quand c'est vraiment un document particulier qui a été publié avec un nom d'auteur, etc., qui rentrait bien comme il faut, je cite quand même la source, voilà. Donc n'allez pas croire que tout ce que je dis est issu de mes affaires. Moi je fais la synthèse de tout, voilà, c'est juste une question de synthèse, et c'est tout, voilà. Je m'approprie pas le travail des autres, je rappelle. Alors, la résistance française, on va dire que c'est très diversifié, très complexe, et aussi très spécialité ou très spécificité très pointue. Très souvent, la question qu'on pose au début, c'était qui étaient les résistants. En gros, c'était des femmes et des hommes de tous âges, de toutes conditions et couches sociales. Il y avait des très très jeunes personnes, voire très 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 jeunes. Il y avait moins de femmes que d'hommes, mais les femmes ont été cantonnées à des rôles subalternes ou des bons rôles de premier plan, on va dire, mais justement par le fait que c'était des femmes et que dans l'imagerie de certaines personnes, et notamment de l'armée d'occupation, eh bien on n'était pas forcément les armes à la main, alors que justement les femmes pouvaient faire pas mal de choses, et elles ont passé souvent des notes, des papiers, parce que eh bien il suffisait, et c'est idiot de le dire mais c'est vrai, parce que je l'ai entendu une fois dans la bouche d'une résistante qui a dit j'avais des jolies jambes, j'étais en robe, parce que j'avais des jolies jambes, j'avais toujours mon vélo, et je passais devant la ligne de démarcation, j'allais faire mes courses, et dans mon panier étaient planqués des mots que les résistants se faisaient passer selon les réseaux. Et en fait, en gros, un sourire, des jolies jambes, une jupe, ça suffisait amplement. Voilà. Mais c'était pas péjoratif, c'est juste qu'elle a énoncé effectivement il pensait qu'une femme ne pourrait pas faire ce genre de choses. Alors après, il y avait toutes les sensibilités politiques de gauche comme de droite qui étaient représentées, et y compris religieuses, y compris philosophiques aussi, parce que chacun avait un but pour résister. Alors il y a des étrangers aussi qui se sont battus aux côtés des résistants. On peut citer les antifascistes italiens, les antinazis allemands. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même aussi ce genre-là. Il y avait les républicains espagnols qui avaient été réfugiés en France, ceux qui n'avaient pas été on va dire,
mis dans des camps à la frontière de l'Espagne. Ça aussi, gros point noir de l'histoire, mais bon, on en reparlera. Il y avait des immigrés polonais, il y avait les Arméniens, il y avait les Juifs apatrides aussi. Il y avait des volontaires qui étaient engagés dans cette action clandestine qui, le plus gros angoisse de tout le monde, c'était de se faire dénoncer, de se faire arrêter, de se faire torturer, de se faire emprisonner, déporter, et pire, je sais même pas si c'est pire de se faire exécuter plutôt que déporter. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment au début une petite minorité. Alors, l'engagement dans la résistance a été assez précoce. On va dire dès 40, 41 ou plus tard, mais vraiment dès 40. Et il y a eu un arrivage très massif fin 43, 44. Alors, les motivations des résistants, c'était, comme je l'ai dit, très divers. Principalement, c'était le refus de la défaite. Ils n'ont pas accepté l'armistice, ils n'acceptaient pas l'occupation allemande, ils ont refusé le régime de Vichy et la collaboration qui a suivi avec. Et puis, il y avait aussi le refus des répressions des mesures antisémites qui ont été prises par Vichy très rapidement, et bien sûr la volonté de combattre pour la France. Alors, la résistance, en fait, a été engendrée sous formes assez diverses. Ça allait de l'écoute de la BBC le soir et à l'attentisme, on va dire, de certaines personnes, mais qui quand même observaient, jusqu'à des actions plus directes, plus sanglantes, plus brutales, comme des attentats, des sabotages, etc. Et il y avait aussi cette armée que l'on connaît, des maquis, qui étaient là des actions plus patriotiques, qui faisaient du renseignement, qui faisaient de la diffusion de presse clandestine. Il y a eu des journaux qui ont été créés à cette époque-là. Et bien sûr, c'était l'aide à l'évasion, à faire passer des personnes de la ligne de démarcation jusqu'à ce qu'elles tombent le 11 novembre 1942. Et aussi le refus du STO, ça j'en ai discuté dans ma famille effectivement, qui s'est mis en place fin 42, début 43, qui a amené une autre vague de résistants qui sont arrivés. Alors, bien sûr, c'était pas facile au début, puisqu'en fait au début, ceux qui sont arrivés en 40-41, ils étaient assez isolés. Ils pouvaient vraiment compter que sur la population qui était là, qui était déjà accablée par la défaite, qui n'avait pas du tout envie de se mêler de ça, parce qu'en fait, ils n'avaient qu'une seule objectif, c'était de survivre, parce qu'ils avaient peur des représailles qui allaient être amenées sur eux. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas d'aide des Alliés, et qu'ils ont dû surmonter quand même pas mal de choses, puisqu'il y avait aussi au sein de ces mouvements des divisions. Alors, il y avait la cohabitation qui était très compliquée entre les communistes et les non-communistes, et les anti-communistes, parce qu'il y en avait. Il y avait ceux qui étaient partisans du général de Gaulle, et ceux qui ne supportaient pas, qui commençaient à devenir des anti-gaullistes. Vous aviez évidemment à l'intérieur des sous-divisions selon vos sensibilités. Voilà. Après, vous aviez les désaccords. Les désaccords ont été nombreux au début, puisque c'était sur les plans stratégiques. Est-ce qu'on sabote? Est-ce qu'on lutte? Alors, il y avait les communistes, notamment avec une organisation spéciale, la OS. Il y avait aussi les francs-tireurs et partisans français, les FTPF. Vous aviez des groupes de la main-d'œuvre immigrée, qui était le MOI. Voilà, et donc tous ceux qui privilégiaient le renseignement, la propagande, l'aide aux personnes, et puis l'aide aux pilotes qui étaient abattus sur le territoire français, aux prisonniers qui s'évadaient, qu'il fallait récupérer, qu'il fallait renvoyer dans leur pays. Et tout ça, toute cette opposition, en fait, ils s'attendaient à combattre pour des changements vraiment profonds, et pas simplement un retour à ce qui était avant la guerre. Ils voulaient changer certains voulaient vraiment changer le système. Alors, il y a eu les débuts ont été très difficiles, parce que dès 40, tous l'ont fait pratiquement à titre très personnel, très individuel, ou alors des tout petits groupes qui faisaient ça de façon très spontanée. Il n'y avait pas de mot d'ordre, il n'y avait vraiment aucun lien entre la résistance. Et
certains se mettaient au service d'autres. Alors ils avaient plus ou moins, on va dire, des liens avec des réseaux, notamment britanniques, ou des réseaux de la France libre, qui étaient mis en place par le Bureau central de la recherche de l'action, le BCRA, ou le SOI, en fait, le SOE, en français, le Special Operation Executive, qui était un réseau britannique. Et tout ça a fait que les liens au début n'étaient pas étendus, parce que, rappel, la France était séparée en deux par la ligne de démarcation, et aux zones sud qui étaient non occupées, vous aviez toutes, qui était la zone libre, vous aviez toutes les organisations comme Combat, Libération, Francs-Tireurs, Témoignages chrétiens, l'armée secrète, les groupes francs d'organisation de l'armée. Et en zone nord, vous aviez la Libération Nord, vous aviez la défense de la France, vous avez l'organisation civile et militaire, vous aviez ceux de la résistance, ou ceux de la libération, ou résistance fer, etc. Donc il y avait quand même pas mal de choses, mais dans les deux zones, il y avait quand même une organisation qui était là des deux côtés à partir de mai 41, qui étaient les communistes, et le Front national de lutte pour l'indépendance de la France. Alors il y a eu plusieurs facteurs, on va dire extérieurs, qui ont favorisé le développement de la résistance. Le premier, c'est en juin 41, l'opération Barbarossa, quand l'armée allemande a décidé d'attaquer l'Union soviétique. Et ça a, on va dire, levé une chape de plomb sur certains communistes qui avaient un problème avec le pacte germano-soviétique, qui avait été signé en août 1939. Et ça a renforcé bien sûr la détermination des résistants communistes qui s'étaient déjà constitués en 1940 et dont la cible privilégiée était la répression nazie et vichyciste. Et ben là, ils avaient droit à tout. Alors en 42, septembre 42, vous avez l'établissement du service de travail obligatoire, donc du STO, qui a poussé de nombreux réfractaires dans les maquis. Évidemment, moi j'en ai discuté avec mon grand-père qui avait fait le STO, qui s'est d'ailleurs, première permission, il s'est évadé, et dont son frère était parti dans le maquis. En novembre 42, eh bien vous avez la chute, on va dire, de la zone sud, de la zone libre, puisque la ligne de démarcation tombe, la Wehrmacht envahit la zone sud, et donc le régime de Vichy est discrédité, ce qui fait que le mythe du bouclier de Vichy, c'était faux, et donc ça a fait une espèce d'appel d'air, où, cette fois-ci, comme le territoire français était occupé complètement, il y a eu toutes les conditions pour que les résistances des deux zones, et en tous les cas des deux endroits, et de plusieurs groupes partout qui ne se parlaient pas, s'unissent. Et en février 1943, quand la 6e armée allemande a capitulé à Stalingrad, certains ont vu là la fin de l'invincibilité de la Wehrmacht, et le fait que le Troisième Reich a été tombé à plus ou moins grande échéance, et donc le régime de Vichy par la même occasion, et ça a décidé certains à franchir le pas, donc en février 1943, en se disant de toute façon maintenant ils sont foutus, ils sont pas invincibles, on peut y aller. Alors la France en fait avait juste besoin de plusieurs choses pour véritablement mettre ce réseau sur pied, c'est-à-dire unifier la résistance, qui était assez compliqué, parce qu'il y avait vraiment un besoin de l'unifier. Donc en janvier 1942, le général de Gaulle a donc envoyé Jean Moulin en France avec une seule mission, unifier la résistance intérieure. Et au printemps 1943, les mouvements de la zone sud ont donc à un certain niveau vraiment fusionné avec ceux qui étaient le mouvement uni de la résistance et ceux certains de la zone nord pour coordonner leurs actions. Parce que voilà, pendant 2 ans, c'était un peu tout le monde faisait dans son coin. Alors ça emmerdait évidemment l'armée d'occupation, mais c'était pas des grosses ampleurs parce qu'il n'y avait pas le réseau logistique derrière. Et donc le CNR, donc le Conseil national de la résistance, a été créé. Siégeaient à ce conseil
des représentants des mouvements de toutes les zones, des partis politiques, y compris des syndicats, qui avaient quand même bien joué le jeu aussi. C'était présidé par Jean Moulin, puis après son arrestation par Georges Bidault, et le CNR a vraiment élaboré un programme en mars 1944 de résistance. Alors ça fixait les conditions de la lutte pour la libération du territoire français et aussi les mesures à appliquer après la libération pour revenir à la République et promouvoir socialement, économiquement et sociétalement aussi une France beaucoup plus moderne. Et début 1944, le mouvement de libération nationale, qui regroupait donc les mouvements de la zone nord et les mouvements unis de la résistance, est créé. Alors, il y a eu le rôle de la résistance dans la libération de la France est très important, parce qu'il y a eu des maquis qui ont lutté. Par exemple, dès septembre 1943, les maquis corses ont enclenché carrément une insurrection qui a libéré l'île de Beauté, à l'aide évidemment de commandos qui étaient arrivés d'Afrique du Nord. Début 1944, vous avez des groupes armés qui étaient de la différente résistance, notamment au sein des forces françaises intérieures, donc des FFI, qui se sont remis. À partir de juin 1944, les FFI et les FTP ont participé évidemment activement à la libération de la France dans plusieurs départements français. Et pour retarder les renforts, parce qu'en fait, au lendemain du débarquement, quand l'armée allemande a demandé des forces vives pour contrer, eh bien, ce mouvement de résistance a mis en œuvre des plans de sabotage avec des moyens de communication assez faciles. Il y avait un plan vert pour les voies ferrées, un plan violet pour les lignes téléphoniques et un plan bleu pour les installations électriques. Et dans un même temps, vous aviez aussi un plan qui s'appelait l'application du plan Paul qui visait en fait à détruire les dépôts allemands de munitions et de carburant, en fait de harceler les renforts allemands afin qu'ils n'arrivent jamais et d'aider les troupes alliées qui venaient de débarquer à avancer plus à plus dans le territoire. Alors il faut le dire aussi, et c'est à ce moment-là qu'on connaît beaucoup de choses, c'était que non seulement la résistance dans son ensemble et les groupes ont subi les assauts de la Wehrmacht. On dit toujours qu'une bête blessée à terre est plus dangereuse qu'une bête en bonne santé. Et elle a été aidée en cela, et il ne faut jamais se cacher, par la ministre française, qui n'ont pas hésité à non seulement arrêter des compatriotes, mais à les torturer et à les exécuter. On peut citer les batailles meurtrières dans les Alpes, sur le Vercors, sur le plateau des Glières, dans le Massif central, au Mont Mouchet, ou encore en Bretagne, à Saint-Marcel. Mais ce mouvement de libération, de résistance, a aussi déclenché des insurrections. La plus connue, c'est Paris, le 25 août 1944, avec l'appui de la 2e DB du général Leclerc. Ils ont libéré une grande partie du sud-ouest et du centre de la France tout seuls, comme des grands, facilitant d'ailleurs la progression notamment de la première armée française du général Delatte de Tassigny, qui avait débarqué en Provence en août 1944. Alors, tout ça fait que tous ces comités départementaux locaux de la résistance, etc., constitués par des résistants, vont former véritablement la fin de ce qui s'était passé sous le régime de Vichy, mais quand la France va être libérée, au printemps 1945, va véritablement avoir une action de prolongation pour la République. Alors attention, le bilan est lourd. On parle de 200 000 personnes, enfin en tous les cas de FFI ou de FTP qui sont morts au combat, plus de 30 000 de fusillés, sans compter à peu près une soixantaine de mille aussi de déportés, dont la plupart sont morts dans les camps. Il ne faut pas l'oublier aussi, parce que ce sacrifice des résistants n'a pas été inutile, puisque l'action de la résistance a mené évidemment
à la libération de la France. Et certains, d'ailleurs, de ces actions ont été reconnus par, à l'époque, le général Eisenhower, donc, qui était le chef des armées alliées en Europe, et qui a contribué aussi à épargner la France, à ne pas être sous l'administration militaire alliée des territoires occupés, puisqu'il y a beaucoup de territoires qui ont été occupés par les Alliés, la France ne l'a pas été. Après la libération, les résistants se sont donc engagés dans, on va dire, dans ce qui est devenu la nouvelle armée française, qui a été constituée pour se battre aux côtés des Alliés, parce que je rappelle, pas tout était fini quand la France a fini par être complètement libérée. Ils se sont donc associés à cette armée des Alliés, qui a fait qu'en fait la France est rentrée dans le pouvoir des Alliés pour dire qu'ils avaient été victorieux en 1945 de l'Allemagne nazie. Et évidemment, la résistance est parvenue à réaliser cette union plus large et à rétablir la République et d'amorcer on va dire, un meilleur lendemain. Simplement, il faut quand même signaler aussi que beaucoup de résistants ont été déçus à la fin, après la libération, parce que le rétablissement par la 4e République en 1946 du régime d'assemblée ne correspondait pas à l'idéal de changement que la résistance, enfin en tous les cas, que certains avaient en s'engageant dans la résistance au début. Et les partis traditionnels, les résistants ne sont pas vraiment parvenus à en créer on va dire un grand parti de la résistance, qui aurait sûrement joué à constituer autre chose au niveau administratif, politique, économique, social de la France, ce qui était pour beaucoup un idéal au début quand ils se sont engagés. Mais on va dire que la politique française, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a des gens qui oublient très souvent ce genre de choses, a été marquée durablement par l'héritage de la résistance. Et le programme du CNR, dont j'ai parlé tout à l'heure, a instauré, par exemple, le droit du vote des femmes, la nationalisation des secteurs clés de l'économie et surtout la création de la sécurité sociale. Donc il n'y a pas tout à jeter à l'intérieur. Alors tout à l'heure, on parlait des mouvements de résistance. Il y a une liste très large de résistance, des mouvements et des réseaux de la résistance intérieure française de 1940 à 1944. Vraiment, c'est un réseau qui était une organisation qui était là pour un travail militaire précis, entre guillemets. Comme je vous ai dit, c'était le renseignement, le sabotage, l'évasion des prisonniers de guerre ou des pilotes qui étaient tombés chez l'ennemi, et aussi d'aider à l'intérieur. Alors, il y avait un bureau, les réseaux de la France libre dépendaient d'un bureau secret, le Bureau central de renseignement et d'action, donc de BCRA. Il y avait énormément de mouvements. Alors il y avait en gros, on va schématiser 8 gros mouvements qui à partir de mai 1943 seront membres d'ailleurs du Conseil national de la résistance. Vous aviez donc ceux de la libération, le CDLL, qui était plutôt de droite. Vous aviez ceux de la résistance, le CDLR, qui était apolitique, qui a d'ailleurs été créé, il me semble, en mai 1943 ou quelque chose comme ça. Vous aviez Combat, qui était un mouvement plutôt démocrate chrétien. Vous avez les Francs-Tireurs, qui avaient été fondés à Lyon en 1941, qui étaient plutôt de gauche. Vous avez le Front National communiste. Alors attention, ne commencez pas. Qui s'appelait le Front National, qui était communiste, puisqu'en fait, il y avait une petite minorité quand même de militants de gauche, notamment de la SFIO, qui est le futur parti socialiste, mais qui n'était pas rattaché. Vous aviez ensuite la Libération Nord, le SFIO, donc qui était particulièrement socialiste, avec quelques petits éléments de gauche non socialistes. Vous aviez la Libération de Sud, qui était carrément plutôt de gauche. Et vous aviez l'organisation civile et militaire, donc le OCM, qui avait été créé, je crois, il me semble, en fin septembre, début octobre 1940, qui était plutôt de droite, très conservateur d'ailleurs.
et qui avait une petite minorité socialiste qui va devenir en fait à la fin au cours de la guerre très majoritaire dans le mouvement, puisque en gros à la fin on va dire juillet 44, les 3/4 des membres étaient communistes. Pour vous dire que ça a changé. Il y a aussi 2 gros regroupements de mouvements. Vous aviez les mouvements unis de la résistance, donc le MUR, le MUR, qui était un regroupement qui s'est fait dès janvier 1943, avec les principaux mouvements de la zone sud, donc Combat, Libération Sud et Francs-Tireurs, et vous aviez Mouvement de la Libération Nationale, le MLN, qui a été créé au début 1944 et qui était là un regroupement des mouvements unis de la résistance et de plusieurs mouvements de la zone nord. Alors, il y a eu d'autres mouvements, bien sûr, hein, outre ces gros mouvements de résistance qui étaient membres du CNR. En gros, après 1945, il a été décrété plus de 174, à peu près 174 mouvements, autres mouvements de résistance qui avaient été, on va dire, authentifiés par l'État. Parmi eux, ceux qui les plus connus, il y a Alliance, il y a l'Armée des volontaires, qui a été complètement détruite, je crois, au début de 1942. Vous aviez Défense de la France, Combat Zone Nord, pareil, début février 1942, or. Et vous avez le groupe de la rue de Lille. Vous les avez l'Insurgé, qui était un mouvement socialiste de résistance qui était dans le Rhône, il me semble. Vous aviez le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. Vous aviez aussi l'Organisation de la résistance de l'armée, le ORA, qui était en fait une résistance issue de l'armée d'armistice, qui normalement obéissait au régime de Vichy et qui ne reconnaissait pas le général de Gaulle comme le chef des forces de la résistance et qui va le reconnaître qu'à un petit moment. Vous aviez Témoignage chrétien, qui était un mouvement catholique qui a été créé à Lyon en 1941, qui s'est étendu à d'autres secteurs et notamment principalement à Paris, je crois. Vous aviez Vengeance, vous avez aussi un groupe qui s'appelait Ponzan, qui était un groupe qui a été fondé par un républicain espagnol à Toulouse, et vous avez Libéré et Fédéré, qui était un mouvement antifasciste italien. Donc vous voyez, il y avait énormément de choses qui se passaient. Alors, principalement, et beaucoup de monde le sait, le Parti communiste avait été dissous par un décret en septembre 1939, notamment après la conclusion de ce fameux pacte germano-soviétique et de l'invasion de la Pologne par l'Union soviétique. Et donc, le parti a commencé à vivre dans la clandestinité. Et le 17 juin 1940, donc juste un jour avant l'appel du général de Gaulle, eh bien, il y a un certain Charles Tillon qui va être chargé d'organiser le Parti communiste dans le sud-ouest. Et il va lancer un appel à la résistance contre le fascisme italien à Bordeaux. Et toutes ces déclarations vont être reprises dans l'Internationale communiste et qui veut en fait déclarer la guerre à l'impérialisme britannique. Et ils vont avoir... véritablement, ils vont faire en sorte que l'occupation de la France par l'Allemagne ne souffre pas des critiques de ce parc germano-soviétique. Et donc la direction du Parti communiste français va prendre contact avec des troupes d'occupation pour obtenir réparation et reparution, notamment du quotidien L'Humanité. Alors, toutes ces initiatives vont bruisser doucement, et le premier réseau de résistance universitaire communiste va être fondé en septembre 1940. Ils vont publier La pensée libre et l'université libre, et ils vont avoir une grosse propension quand même à critiquer l'occupant. Évidemment traqués par la police, ils vont être arrêtés en février 1942, torturés puis fusillés au Mont Valérien, on connaît cette histoire. Et donc tous ces étudiants communistes qui vont participer à d'autres mouvements, notamment à la manifestation du 11 novembre 1940 à Paris, qui va honorer les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, au nez et à la barbe du régime de Vichy et des Allemands. Donc tout ça va faire que
tout au long de l'année 1940, la clandestinité du Parti communiste va pousser à la création de certaines cellules communistes clandestines et vont véritablement basculer dans une résistance à l'occupant. Petit à petit, et les gens vont commencer à s'agglomérer. Alors pas forcément parce qu'ils étaient communistes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais parce que voilà, ils connaissaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était dans ce réseau-là, et c'est comme ça que certains ont été intégrés. Alors, après l'opération Barbarossa, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a vraiment eu une deuxième vague. Il y a aussi une résistance socialiste, outre que communiste, parce que communiste était très figé sur son parti, les socialistes se revendiquaient un peu moins de leur lien avec leur parti, même s'ils en faisaient partie, même s'ils rentraient en résistance, mais voilà, il y avait des résistants qui ont commencé dès l'été 1940, qui ont reconstitué un certain parti pour pouvoir disséminer sur le territoire français à travers un organe de presse, notamment à partir de 1942 pour le populaire, pour pouvoir avoir des billes un peu partout, y compris d'ailleurs rejoindre De Gaulle à Londres pour représenter les socialistes, pour avoir justement une légitimité dans la future Conseil national de résistance. Alors, on ne résistait pas qu'en France, il ne faut pas oublier qu'on résistait aussi en Algérie, et que tout ceci s'est fait un amalgame pour pouvoir avoir un groupe, plusieurs groupes de résistance. Alors oui, parmi les résistants de ce côté-là, il y a eu des compagnons de la libération, hein, on peut citer Père Brossolette par exemple, voilà, donc il y a eu quand même pas mal de gens, et notamment, on le connaît, hein, dans la région de Lyon, il y avait des militants du Parti socialiste ouvrier et paysan qui ont créé en 1940 un mouvement de résistance qui s'appelait l'Insurgé, que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est des réseaux qui ont été essentiels à la résistance française. Alors, tout ce qui était réseau était très défini. Vraiment, il y avait tout des sigles, des abréviations, des types, des rattachements. Selon à qui vous apparteniez, vous aviez évidemment des sigles et des abréviations pour que ça soit plus simple. Hein, donc on en a cité tout à l'heure, plus facilement. Et parmi toutes mes recherches, je suis tombée sur un article qui avait été mis à jour très très récemment. J'étais tombée dessus, mais qui est mis à jour le 17 décembre donc 2024, donc il y a quelques semaines, par les archives départementales des Landes, qui s'appelle l'Action de la résistance intérieure dans la libération du territoire. Et je vais vous le lire parce que j'ai trouvé cet article particulièrement intéressant. Ça regroupe évidemment beaucoup de choses que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment un résumé vraiment presque parfait de ce qui a été fait. Donc, action de la résistance intérieure dans la libération du territoire, issue des archives départementales des Landes du 17 décembre 2024. En juin 1940, la France subit une défaite écrasante face à l'Allemagne nazie. Le 17 juin, le maréchal Pétain, le héros de Verdun, désormais président du Conseil après la démission du gouvernement Reynaud, annonce sa volonté de cesser le combat et d'ouvrir des discussions avec l'ennemi. L'armistice, signé à Rotonde le 22 juin 1940 entre les deux belligérants, divise la France dans une zone occupée au nord et libre au sud et lui impose de coopérer avec le vainqueur. Le 10 juillet 1940, réunis en Assemblée nationale à Vichy, la Chambre des députés et le Sénat votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Le général de Gaulle, à l'époque sous-secrétaire d'État à la guerre dans le gouvernement Reynaud, refuse la défaite et s'établit à Londres, et dès le 17 juin, où il lance le lendemain son célèbre appel sur la BBC à poursuivre le combat, très peu entendu dans une France en plein exode, mais considéré aujourd'hui comme l'acte fondateur de la résistance extérieure dite la France libre.
En France, l'opposition au gouvernement de Vichy et aux autorités allemandes se manifeste très tôt par des actes isolés, comme celui de Jean Moulin, préfet d'Eure-et-Loir, qui refuse le 16 juin 1940 de signer un document accusant des tirailleurs sénégalais d'avoir commis des atrocités contre des civils, et ceux d'anonymes qui appellent à la résistance, lacérant des affiches allemandes à Lille ou inscrivant des V comme victoire et portant des croix de Lorraine. Certains événements, comme l'entrevue de Montoire entre Hitler et Pétain le 24 octobre 1940, à l'issue de laquelle est instaurée la collaboration avec l'occupant, et interdiction des commémorations du 11 novembre, incitent les jeunes lycéens et étudiants parisiens à manifester sur les Champs-Élysées et autour de l'Arc de Triomphe. D'autres rejoignent Londres et les forces françaises libres, les FFL, comme les pêcheurs de l'île de Sein, où renseignent les réseaux britanniques du SOE, ou ceux de la France libre mis en place par le deuxième bureau, futur Bureau central de recherche de l'action, le BCRA. Apparaissant également dès 1940 de part et d'autre des deux zones de mouvements de résistance organisés, mais n'ayant pas de lien entre eux. En zone occupée, le groupe du Musée de l'Homme, Libération Nord, l'organisation civile militaire ou encore le groupe Robert dans le Calvados, et en zone libre, la France Liberté, rebaptisée Francs-Tireurs en 1941, le mouvement de libération nationale, futur Combat, ou Libération Sud. Recrutant ses membres dans l'ensemble de la population, ces groupes aident les prisonniers évadés, fabriquent des faux papiers, distribuent des tracts ou éditent des journaux. Clandestins, bien sûr, comme résistance, combat ou libération, et organisent des actes de sabotage, une voie ferrée en Charente-Inférieure, actuellement Charente-Maritime, et dans l'Hérault, une usine électrique, dans les Basses-Alpes, par exemple, un pont, ou un autre pont à Tours, ou un dépôt de pétrole dans l'Aude. Dans les maquis, des lieux isolés, difficiles d'accès, se regroupent déjà quelques dizaines d'hommes fuyant Vichy ou l'occupant, des républicains espagnols, des juifs, des communistes ou d'anciens militaires. Après la rupture du pacte germano-soviétique et l'ouverture d'un nouveau front à l'Est en juin 1941, les mouvements de résistance, toutes sensibilités politiques confondues, se multiplient notamment avec l'engagement du Parti communiste dont les sympathisants et les membres n'avaient agi jusque-là qu'à titre individuel. En octobre 1941, Jean Moulin, qui a rejoint la zone libre après avoir été révoqué par Vichy, rencontre le général de Gaulle à Londres et lui présente un état des lieux de la résistance intérieure. Le chef de la France libre le charge de la constitution d'une armée secrète et de la nécessité d'unification sous son commandement de la résistance pour la future libération du territoire. Le général Delestraint prend la direction de l'armée secrète en novembre 1942 et entreprend d'en professionnaliser les membres issus des groupes de combat des mouvements. Le 27 janvier 1943, les chefs de la résistance de la zone sud, Henri Freinet, combat, Emmanuel Dastier de la Vigerie, Libération Sud, ou encore Pierre Lévy, franc-tireur, signent l'acte officiel de naissance des mouvements unis de la résistance, MUR, dont la direction est confiée à Jean Moulin. René Grégoire, dit Urbain, chef de l'armée secrète dans le Cantal, par exemple, entre 43-44 ou 43 ou souvent 43. La première réunion du Conseil national de résistance, le 27 mai 1943, scelle l'unification définitive de la résistance et de ses composantes. Présidé par Jean Moulin, il reconnaît le général de Gaulle comme chef politique de la résistance et permet de fédérer les mouvements de la zone sud, donc Combat, Libération Sud et Francs-Tireurs, ceux de la zone nord, l'organisation civile militaire, Libération Nord, ceux de la résistance, ceux de la libération, le Front National, et les partis politiques et les confédérations syndicales. Au début de l'occupation, la lutte armée ne fait pas partie des actions prioritaires de la résistance intérieure qui privilégie la propagande, ne s'y engageant qu'à partir de début 1941. Les différents mouvements créent leur structure de combat. Les groupes francs, par exemple, le Parti communiste fusionne ses organisations militaires, l'organisation spéciale, l'OS, les bataillons de la jeunesse, ou encore des groupes dédiés comme la main-d'œuvre immigrée, ou ceux de Missak Manouchian, ou au sein des francs-tireurs des partisans français, ainsi que la réquisition de la main-d'œuvre exigée par l'Allemagne, puis l'instauration du service du travail obligatoire, le STO, en 1943, qui va grossir considérablement les rangs des maquisards.
Dès lors, attentats, sabotages, meurtres de soldats allemands se multiplient et le colonel Fabien initie en tuant en août 1941 un militaire de la Kriegsmarine à la station Barbès-Rochechouart, malgré le peu d'armes et de munitions envoyées par Londres. Les cibles sont bien déterminées. Les moyens de transport, en particulier les voies ferrées et les trains, les installations industrielles travaillant pour l'occupant, les membres de la SIPO-SD et de la Wehrmacht, comme ceux de la police française et de la milice. La répression est terrible, parfois dénoncée par la population ou trahie par leurs camarades. Les terroristes, comme on les appelait, sont traqués par la SIPO-SD et la milice, fusillés ou déportés pour la plupart d'entre eux. Les camps détruits, les maquis démantelés ou des otages exécutés en représailles. Certains torturés préfèrent d'ailleurs se suicider pour ne pas livrer de nom, comme par exemple Pierre Brossolette ou Fred Scamaroni. Après le rassemblement à partir de décembre 1943 des principaux groupements militaires de la résistance, au sein d'ailleurs des forces françaises de l'intérieur, le Conseil national de la résistance adopte en mars 1944 un plan d'action immédiat à mener lors de futurs débarquements pour la libération du territoire, et déjà entamé en Corse grâce à l'action des résistants locaux. À partir du 6 juin 1944 et pendant des semaines qui suivent le débarquement, l'insurrection armée prônée par le CNR planifie en collaboration avec Londres et entrave l'action de la Wehrmacht et facilite l'accès et l'avancée des Alliés sur le continent. Les réseaux ferroviaires routiers sont paralysés, les lignes électriques et téléphoniques sont sabotées et les groupes allemands harcelés par des maquisards dont les rangs grossissent par l'enthousiasme généré le débarquement. Ceux-ci sont souvent disséminés par la Wehrmacht ou par la Waffen-SS, notamment dans le Vercors et le Limousin. En représailles, des civils sont massacrés, comme à Tulle, à Oradour-sur-Glane. À Toulouse, Marseille ou Paris, les FFI préparent l'arrivée des Alliés en déclenchant l'insurrection de la population et libèrent la Haute-Savoie, aidée par les maquisards. La libération du territoire est achevée au printemps 1945 et le rôle de la résistance, qui a perdu des milliers d'hommes, est reconnu par le général Eisenhower, commandant en chef des armées alliées en Europe. Alors oui, si on en vient à ceci, vous avez un article qui résume fort bien. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un détail vraiment année par année? Peut-être pas, ou peut-être. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le 18 juin, pendant que les armées françaises refluent en ordre, véritablement désordre, on va dire, devant l'invasion allemande, le général de Gaulle lance son appel. Dans les studios de la BBC, il invite ses compatriotes à, on va dire, la flamme de le rejoindre et garder la flamme de la résistance. Mais l'appel, qui est largement diffusé dans le pays par la presse régionale, n'a que peu d'effet sur la population, qui est abasourdie par l'ampleur de la défaite, mais toujours confiant au maréchal Pétain, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il était le héros de Verdun. Et cette désignation, en fait, de ces mouvements, on va dire que 1940, c'est vraiment le début de la résistance intérieure, que vous aviez un mouvement assez limité, qui se mettait plus pour des filières d'évasion pour la Suisse ou l'Espagne. En 1941, c'est vraiment la concurrence entre les réseaux qui va se faire, et qui va véritablement aider certaines personnes moins. Alors on peut citer par exemple le 21 août 1941 le résistant communiste Pierre-Georges, futur colonel Fabien, qui va se rendre donc au métro Barbès et abattre le premier Allemand qui croise sur le quai, qui d'ailleurs s'appelle l'aspirant Moser. Et il y a d'autres, évidemment, attentats qui vont se faire. Alors, les Allemands sont très répressifs, on est bien d'accord. Ils exécutent et, après jugement, Honoré d'Estienne-d'Orve et ses compagnons. On connaît aussi, le 22 octobre 1941, à Châteaubriand, en Bretagne, 27 otages communistes, dont Guy Moquet, qui sont fusillés suite à l'attentat contre un officier allemand. Donc c'est vraiment la répression et la mise en place de cette résistance. 42, c'est la prise en main et la reprise en main par Londres qui unifie toutes les troupes
suite notamment après à l'entrée des troupes allemandes dans la zone sud. Le 43, c'est l'espoir, puisque les défaites allemandes, que ce soit El Alamein ou Stalingrad, font en sorte de donner un espoir au mouvement de résistance, qui va voir affluer en plus des jeunes recrues suite à la loi imposée par Laval en février 1943 du STO. Et petit à petit, tout ce mouvement qui est mis en place, notamment le Conseil national de résistance, etc., amène, bien sûr, et bien que Jean Moulin a été arrêté à Caluire le 21 juin 1943, amène à l'année 1944, où c'est vraiment le triomphe de la résistance, même si, comme je vous le disais, il y a eu une déception après la libération de leurs idéaux qui n'avaient pas été complètement bien mis. Alors, il faut dire que entre juin 1944, par exemple, et août 1944, donc entre les deux événements, en moins de 3 mois, les FFI passent de 100 000 par exemple à 500 000 personnes, ce qui est quand même assez considérable, et on voit l'ampleur de la résistance. Alors, cette première partie parle des généralités de la résistance, des dates, des gens, etc. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été citées qui sont des hommes. Mais les femmes étaient présentes dans la résistance, c'est ce que je vous ai dit en préambule, et j'ai décidé en fait de vous nommer certaines femmes. Alors il y en a des très très connues, et d'autres qui sont peut-être un peu moins connues du grand public, mais en tous les cas qui sont citées très souvent dans les livres sur la résistance. Alors à la fin de ce podcast, je vous citerai mes sources aussi, des livres que j'ai lus, ou des archives que j'ai compulsées pour pouvoir avoir certains documents et certains retours. Mais ça me faisait plaisir surtout de finir ce podcast sur ces femmes et de dresser un petit portrait de ces dames. Alors, une des plus connues, c'est Lucie Aubrac. Elle est née Lucie Bernard, elle est née à Paris de parents du Mâconnais, et sa traversée de la Grande Guerre, en fait, l'a marquée, puisque son père revient blessé en 1917, la famille va déménager en Saône-et-Loire, et Lucie, qui aspire à intégrer l'école normale d'institutrice à Batignolles à Paris, va y renoncer à cause de la discipline de l'école, qu'elle trouvait beaucoup trop stricte. Et elle va vivre de petits boulots à Paris, tout en militant auprès des jeunesses communistes et entreprend des études d'histoire qu'elle réussit d'ailleurs brillamment puisqu'elle va obtenir une agrégation en 1938. En 1939, elle épouse un certain Raymond Samuel, ingénieur mobilisé, et après son évasion de captivité de 1940, le couple va s'engager dans la résistance. Ils vont fonder notamment la Dernière Colonne et lancent le journal clandestin Libération en 1941. Et malgré tous les dangers, toutes les arrestations, Lucie Aubrac va organiser des opérations pour libérer son mari et d'autres résistants. Elle va fuir la Gestapo ils vont trouver refuge en 1944 à Londres, où d'ailleurs elle va donner naissance à une fille. Alors, toutes ces femmes, très souvent, sont revenues à travers des souvenirs. Il y a un témoignage qui donnait en fait tout ça, toute cette résistance-là, et toutes ces femmes, puisque que ça soit à petit niveau ou à grand niveau comme Lucie Aubrac et son mari, ils ont gardé la flamme de la résistance pour les générations futures. Et après la guerre, Lucie et Raymond vont conserver leur engagement politique et social. Elle va reprendre son métier de professeur, va enseigner en France, au Maroc et à Rome, avant de prendre sa retraite. Et elle est morte le 14 mars 2007 à Issy-les-Moulineaux, à l'âge de 96 ans. Donc madame, on va dire, Lucie Aubrac. Deuxième femme, Germaine Tillion, ça tout le monde connaît, elle est née le 30 mai 1907 à Allègre. C'était une ethnologue et une résistante, bien sûr. Elle est la fille de Lucien Tillion, qui était magistrat. Sa maman était une femme de lettres et qui a été d'ailleurs aussi résistante. Elle a étudié l'histoire de l'art et la préfecture à l'école du Louvre, et elle va obtenir son diplôme à l'Institut d'ethnologie en 1932 sous la direction de Marcel Mauss. Elle va entamer une carrière d'ethnologue à partir de 1934 et
Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va s'engager dans la résistance, va rejoindre notamment le fameux réseau du Musée de l'Homme. Elle est arrêtée en 1942, elle a été déportée à Ravensbrück et elle va survivre durant 18 mois. Malheureusement, sa maman déportée aussi ne va pas survivre à cette déportation. Après-guerre, Germaine Tillion poursuit ses recherches d'ethnographie et s'engage dans des causes sociales et politiques, notamment en Algérie, luttant contre la torture et la peine de mort. Elle va défendre les droits des prisonniers et des femmes dans le monde musulman et sa contribution à la résistance et à la promotion des droits de l'homme va lui valoir des distinctions et notamment, comme tout le monde s'en rappelle sûrement, son entrée au Panthéon le 27 mai 2015, quelques années après sa mort en 2008. Charlotte Delbo. Alors Charlotte Delbo est née en 1913 à Vigneux-sur-Seine de parents immigrés italiens. Et elle va très jeune adhérer aux jeunesses communistes à partir de 1932, dans lesquelles elle va rencontrer un certain Georges Dudac, qu'elle va épouser en 1936, et l'année suivante, elle devient la secrétaire de Louis Jouvet au théâtre de l'Athénée. Durant la guerre, elle va rejoindre la résistance aux côtés de son mari, tampant des tracts et des journaux clandestins à Paris. En mars 1942, ils sont arrêtés tous les deux par la police française. Son mari est fusillé au Mont Valérien, mais Charlotte est emprisonnée et déportée à Auschwitz-Birkenau à partir de janvier 1943. Après 27 mois de déportation, elle est libérée en avril 1945 et elle écrit « Aucun de nous ne reviendra », le premier volume de la trilogie à Auschwitz et après, qui relate son expérience dans les camps de concentration. Elle va travailler à l'ONU, à Genève, à partir de 1947 et retourne à Paris en 1960, rejoignant ainsi le CNRS. En 1965, elle publie ses premiers livres sur les camps, dont Le Convoi du 24 janvier, qui relate le destin des femmes qui furent déportées avec elle. Charlotte Delbo va continuer à écrire sur son expérience de déportée, sur le destin de ses camarades survivantes, en publiant la trilogie complète Auschwitz et après, en 1971, avec Mesure de nos jours. Elle va rendre l'âme en 1985, à l'âge de 72 ans. Marie-Madeleine Fourcade. Marie-Madeleine Fourcade est la seule femme à diriger un réseau important français qui s'appelle l'Alliance. Elle est née en 1909 dans une famille bourgeoise et elle va s'engager très activement dans la lutte contre l'occupation nazie malgré les conventions sociales de l'époque. Sous son pseudonyme Pose 55, elle organise avec rigueur le réseau Alliance. Elle va jouer un rôle vital dans la collecte des renseignements pour les Alliés. Comptant à peu près 24% de femmes, son réseau va jouer un rôle crucial dans la bataille de l'Atlantique en fournissant des renseignements précieux sur les mouvements de troupes allemandes et des installations stratégiques. Après la guerre, elle continuera de soutenir les survivants et les familles des membres du réseau, publiant des mémoires et défendant la mémoire de la résistance en tant que présidente du comité d'action et de la résistance. Elle meurt le 20 juillet 1989 à Paris. Bertie Albrecht. Elle est née le 15 février 1893 à Marseille et a été élevée dans une famille bourgeoise et protestante suisse. Après des études à Marseille puis à Lausanne, elle obtient un diplôme d'infirmière en 1912. Durant la Première Guerre mondiale, elle travaille dans les hôpitaux militaires à Marseille. En 1924, elle s'installe à Londres avec son époux hollandais, Frédéric Albrecht, et commence à s'intéresser aux droits de la femme. Elle revient en 1931 à Paris et elle devient membre de la Ligue des droits de l'homme et crée la revue Le Problème sexuel, défendant le droit à l'avortement libre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle rejoint le mouvement de libération nationale et le journal Combat. Elle est arrêtée plusieurs fois par la Gestapo et elle a été retrouvée pendue dans sa cellule à Fresnes le 31 mai 1943. Son décès est annoncé par les Allemands en mai 1943, mais les circonstances exactes de sa mort restent assez floues jusqu'à la découverte de son corps en 1945. Elle fut inhumée au mémorial de la France combattante au Mont Valérien à Suresnes. Laure Diebold Münstler. Elle est née Laure Münstler et elle est née le 10 janvier 1915 dans le Bas-Rhin. Elle était une résistante alsacienne. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle travaille comme secrétaire sténodactylographe bilingue français-allemand. Puis, pendant la guerre, elle œuvre à la résistance en tant que passeuse pour les prisonniers évadés en Alsace.
Repérée par l'occupant, elle fuit en 1941 pour rejoindre Lyon, où elle s'engage dans le réseau Mithridate. Malgré son arrestation en juillet 1942, elle continue son activité résistante sous différents pseudonymes, notamment Mona ou Mado. En tant que secrétaire de Jean Moulin à la délégation générale des forces françaises libres, elle joue un rôle crucial dans la coordination des actions de résistance. Après l'arrestation de Jean Moulin, elle poursuit son engagement à Paris. À nouveau arrêtée en 1943, elle échappe à la torture en convainquant la Gestapo qu'elle n'est qu'une messagère. Déportée à Auschwitz, puis à Ravensbrück et Toscha, elle échappe miraculeusement à la mort grâce à l'intervention des médecins. Libérée en 1945, elle retrouve son mari et reprend son travail malgré sa santé affaiblie. Elle meurt le 17 octobre 1965 à Lyon, où elle avait continué son engagement civil. Elle repose en Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines. André de Jonghe. Surnommée la factrice, André dit Dédé de Jonghe dirige le réseau Comet, un réseau secret actif en Belgique et en France sous l'occupation, dont la mission était d'évacuer et de mettre en sécurité les soldats ou aviateurs alliés tombés en territoire ennemi. Avec son réseau, elle a fourni des habits civils et des faux papiers d'identité, puis les mène en lieu sûr afin de leur faire traverser la frontière franco-espagnole par les Pyrénées. Là, les responsables consulaires britanniques reprennent le relais et les évacuent par Gibraltar. Le réseau Comet a secouru 800 soldats alliés au total et Dédé de Jonghe effectua personnellement des dizaines de voyages à pied. Un pilote britannique la décrivit comme une jeune fille frêle qui semblait avoir 20 ans, très jolie, agréable, gentille, joyeuse et simple. Les nazis finirent par l'arrêter et par l'envoyer dans plusieurs camps de concentration, dont celui de Ravensbrück. Malgré 21 interrogatoires, elle va refuser de donner le nom de ses compagnons de résistance ou de trahir aucun de ses camarades, dont son père, qui lui aussi était fortement soupçonné. Ce dernier est exécuté, mais elle survit seulement parce que les nazis sous-estiment l'importance de cette jeune femme très frêle. Marcel Henry. Après des études d'histoire-géographie et un poste de professeur d'anglais durant la Première Guerre mondiale, Marcel Henry entre au ministère du Travail. Elle suit ainsi la voie tracée par son père. Elle est née en 1895. Par son père, ancien inspecteur du travail, décédé quelques années auparavant. Elle est embauchée comme auxiliaire temporaire et elle gravit rapidement les échelons et est titularisée, puis devient à son tour rédactrice, sous-chef de bureau et enfin directrice du bureau d'hygiène et de la sécurité des travailleurs de la direction du travail en 1937. Alors que l'armistice est signé entre la France et l'Allemagne, Marcel Henry se rapproche de la résistance. Elle s'implique personnellement en entreposant chez elle des tracts qu'elle distribue ensuite dans les usines et dissimule des réfugiés poursuivis. Mais elle utilise également sa position au sein du ministère pour transmettre des informations. Incorporée aux forces françaises combattantes en 1943 en tant qu'agente de liaison pour les services secrets, elle devient membre du réseau d'évasion VIC qui organise l'évasion des officiers français et alliés. Elle est arrivée en juillet 1944 à son domicile par la Gestapo qui cherche son supérieur, le commandant Jacques Mitterrand. Restée silencieuse même sous la torture qu'elle subit pendant des interrogatoires très longs, elle est tout d'abord condamnée à mort avant d'être finalement déportée au camp de Ravensbrück en août de la même année, puis à Torgau. Elle y subit de nombreuses privations par manque de coopération, ce qui lui coûtera d'ailleurs la vie quelques mois après la libération du camp par la Croix-Rouge en avril 1945. Marcel Henry décède quelques semaines après son rapatriement à Paris. Elle va recevoir plusieurs récompenses à titre posthume et devient l'une des 6 femmes parmi les 1032 à être faites compagnon de la Libération et finalement nommée sous-directrice honoraire au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en 1946. Ce dernier titre rend hommage à son courageux engagement à titre exceptionnel de sa carrière. En mai 2017, la passerelle Marcel Henry, dans le 17e arrondissement de Paris, est baptisée en son honneur. Émilienne Moreau-Évrard. Fille de mineur à la retraite, Émilienne Moreau-Évrard, qui est née en 1898, n'a que 17 ans lorsqu'elle s'engage et qu'elle décide de
apporter son aide aux troupes britanniques alliées venues reprendre le nord de la France aux Allemands en 1915. En leur transmettant des informations précieuses sur les positions ennemies, en établissant avec un médecin écossais un poste de secours dans sa propre maison et en allant même jusqu'à abattre 4 soldats allemands pour protéger les lieux, la jeune Émilienne Moreau-Évrard devient une héroïne de la Grande Guerre. S'engageant dans la politique aux côtés de son mari durant l'entre-deux-guerres, elle occupe le poste de secrétaire générale des femmes socialistes du Pas-de-Calais alors que le deuxième conflit éclate. Connue des Allemands pour son acte de bravoure pendant la Première Guerre mondiale, elle est aussitôt placée en résidence surveillée chez sa mère, avant d'être autorisée à rejoindre sa famille en 1940. Elle s'engage alors immédiatement dans la résistance, échangeant tracts et renseignements, puis gagne Lyon en zone libre pour devenir agente de liaison des réseaux Brutus et de la France au combat, dirigés par des grands noms de la résistance française en 1943. Échappant à de nombreuses arrestations de la Gestapo, elle est contrainte à fuir le pays, mais ne reste à l'étranger que quelques semaines avant de rentrer en France pour reformer avec son mari les sections socialistes du Pas-de-Calais. À la fin de la guerre, et ce jusqu'en 1963, Émilienne Moreau-Évrard continue à œuvrer en politique. Elle devient membre du comité directeur du Parti socialiste, SFIO, et dit conseillère honoraire de l'Assemblée de l'Union française. Considérée comme une figure de courage, elle est récompensée par de nombreuses médailles pour ses actions entre 14 et 45. Elle reçoit notamment la Croix de la Libération des mains du général de Gaulle en 1945 et est également nommée compagnon de la Libération. Elle symbolise l'héroïsme des destins féminins qui ont traversé 2 guerres mondiales en constituant et en se battant toujours pour leurs idéaux. Le 1er juillet 2013 marque l'inauguration de la terrasse Émilienne Moreau-Évrard, située place de la République à Paris, et nommée en son honneur. Rose Valland. Accédant aux études supérieures grâce à des bourses mandées par sa mère, Rose Valland, qui est née en 1898, suit d'abord une formation dans l'enseignement avant de se réorienter vers les beaux-arts, encouragée par ses professeurs. Élève à l'École nationale des beaux-arts de Lyon, puis à celle de Paris, elle souhaite compléter son cursus en assistant à des cours d'histoire de l'art. Elle obtient plusieurs diplômes dans 3 des plus prestigieux établissements parisiens que sont l'École du Louvre, l'Institut d'art et d'archéologie et l'École pratique des hautes études. En 1932, elle intègre la Galerie nationale du jeu de paume en qualité d'attachée bénévole et participe à la réalisation d'expositions à portée internationale. Peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Rose Valland prend part au plan de protection et d'exfiltration des œuvres d'art françaises orchestrées par Jacques Jaujard, figure emblématique du milieu de la culture de l'époque. Titularisée en 1940, la jeune femme joue un rôle essentiel en identifiant et listant méticuleusement pour le compte de la direction des musées nationaux toutes les œuvres d'art spoliées par les Allemands qui transitent par le jeu de paume, réquisitionnées par ces derniers pour entreposer les biens volés. Elle transmet également de précieuses informations aux différents groupes de résistants, leur permettant d'épargner les trains et d'entrepôts allemands contenant les peintures et les sculptures. Lors d'une majeure partie de la France est finalement libérée en 1944, Rose Valland est nommée secrétaire de la commission de récupération artistique, puis chef du service des remises en place des œuvres d'art, gradée au rang de capitaine dans la première armée française. Ce poste lui offre l'opportunité de partir en Allemagne et de coopérer avec les forces américaines pour veiller au bon retour de quelques 60 000 œuvres appartenant aux coalitions françaises. Elle acquit en 1952 le statut de conservatrice et travaille au fonds d'archives de la commission de récupération artistique, même après avoir pris sa retraite. Elle est morte en 1980. Son dévouement lui vaut de nombreux honneurs décernés dans plusieurs pays comme les États-Unis qui lui remettent la remarquable médaille de la liberté. En France, elle obtient la médaille de la Résistance française et le titre de commandeur des arts et des lettres. Elle reste pour le monde de la culture une véritable sauveuse du patrimoine et du matrimoine français. En 2016, une rue dans le 17e arrondissement de Paris est baptisée le passage Rose Valland qui honore sa mémoire. Simone Michel Lévy. Elle est née en 1906 et est embauchée dans l'administration des postes télégraphes et téléphones, les PTT, en 1924, alors qu'elle n'est âgée que de 16 ans. Devenue contrôleuse rédactrice quelques années plus tard, elle s'engage dans la résistance en 1940. Usant de sa situation professionnelle, elle cofonde le réseau d'action PTT.
Celui-ci a pour objectif d'implanter des cellules de communication, d'information et de transmission radio sur l'ensemble du territoire, et plus particulièrement en Normandie. Très rapidement promue responsable du service radio, elle effectue de nombreux déplacements pour équiper plusieurs groupes de résistants en matériel radiophonique. Elle se rapproche ensuite des réseaux téléphoniques tels que la Confrérie Notre-Dame, pour qui elle élabore un système de transport de courrier clandestin. Dévouée à la cause, Simone Michel Lévy prend de nombreux risques, mais ce n'est qu'en novembre 1943, après avoir été dénoncée par le chef opérateur de radio du SND, donc de la Confrérie Notre-Dame, qu'elle est arrêtée, torturée et livrée à la Gestapo. Elle est déportée dans le camp de concentration de Ravensbrück et part vite renforcer les rangs des prisonniers travaillant dans l'usine d'armement Commando en Tchécoslovaquie. S'adonnant à quelques collègues au sabotage d'équipements mécaniques, elle se met parfois physiquement en danger pour perpétuer la résistance. Lorsqu'une machine saute finalement, elle et 2 de ses complices sont condamnés par Himmler lui-même à la pendaison dans le camp de Flossenbürg. Leur exécution a lieu en avril 1945, seulement 10 jours avant la libération du camp. Sa mémoire est honorée par 8 récompenses à titre posthume, dont la médaille de la résistance, la médaille de la déportation et de l'internement pour fait de résistance. Elle fait également partie des 6 femmes honorées compagnons de la libération. Sa détermination à résister jusqu'au dernier souffle est source d'inspiration pour les générations de femmes qui lui succédèrent. En 2006, son nom est donné à la place établie sur le terre-plein central de l'avenue Saxe à Paris. Colette de Jouvenel. Fille de la célèbre écrivaine Colette et du politicien Henri de Jouvenel, Colette de Jouvenel, qui est née en 1913, ne côtoie que très peu ses parents et vit de manière débridée jusqu'à l'arrivée du second conflit. Elle est contrainte de se réfugier dans le château familial de Curemont, en Corrèze, en juin 1940. Se rapprochant alors de plusieurs groupes antifascistes, elle organise des actions de résistance et s'engage rapidement pour l'œuvre de secours aux enfants. À travers son implication pour cette association, ayant pour vocation de porter secours aux enfants juifs dont les parents ont été arrêtés ou déportés, elle est confrontée aux enjeux réels de la guerre. Ces actions deviennent plus politiques lorsqu'elle s'oppose activement au STO, donc au service de travail obligatoire, avant d'être nommée successivement présidente du comité social de sanitaire de Brive, puis adjointe au maire de Curemont en 1945. Marquée par les récits des réfugiés qu'elle a pu aider et par sa visite à Oradour-sur-Glane, quelques mois après le terrible massacre dont le village fut témoin, Colette de Jouvenel se consacre dans les dernières années de la guerre au journalisme. Publiée dans le journal clandestin Fraternité, elle a à cœur de transmettre les souvenirs, parfois de manière brutale, choquante, des vies qu'elle croise. Son implication l'amènera sur les quais de la gare de Lyon en avril 1945 pour accueillir les survivants du cas de Ravensbrück et même en Allemagne pour effectuer l'une des plus importants reportages qui s'appelle L'été allemand, témoignage de toute l'horreur du nazisme. À son retour, Colette de Jouvenel va s'employer à défendre l'égalité des sexes, notamment dans le domaine professionnel, et rédigeant de nombreux papiers. Elle assiste également en novembre 1945 au Congrès international des femmes de la Maison de la Mutualité à Paris, forgeant ainsi son esprit féministe. Elle est morte en 1981. Inhumée au cimetière du Père-Lachaise aux côtés de sa mère, Colette de Jouvenel a su devenir, grâce à ses actes de résistance et ses écrits, une passeuse d'histoire et une graveuse de mémoire. Toutes ces personnes et ces références, vous pouvez les retrouver dans divers ouvrages, notamment l'ouvrage de Barbeau, qui s'appelle « On a retrouvé un peu la vie de Simone Michel », qui est paru en 2023, dans notamment l'Hebdo 1939. Vous pouvez aussi lire le dessin exemplaire de Colette de Jouvenel, qui a été diffusé par France 3 Nouvelle-Aquitaine le 29 mai 2021 dans l'édition Corrèze. Vous pouvez lire aussi l'incroyable destin, ou voir l'incroyable destin de Simone Michel. Pareil, France Bleu et France 3 qui ont consacré son émission le 30 mai 2023. Vous pouvez lire aux éditions Talendier Dans l'honneur et par la victoire les femmes compagnons de la libération, ainsi que La guerre buissonnière paru en 1970 par Moreau, ou encore Rose Valland, l'espionne du musée qui est paru aux éditions du musée du Louvre en 2009, écrit par Pollack.
Alors vous avez aussi énormément de documentation. Vous pouvez avoir accès aux archives nationales, notamment au Bureau central de renseignement de l'action, ou encore aux archives du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, fonds privés et documents divers relations de la période. Au ministère de l'Intérieur aussi, pour la direction de la Sûreté nationale, direction centrale de la police judiciaire de 40 à 60, ou encore les papiers des chefs d'État, les archives du général de Gaulle, de la France libre, de la Ve République, tout ça c'est aux archives nationales, ou encore les sections spéciales de la Cour d'appel de 1941 à 44. Au service des armées, donc qui se trouve à Vincennes, au service historique des armées, vous avez accès, vous pouvez, si vous demandez, avoir accès au dossier individuel du bureau de la résistance. Vous avez aussi les archives de la guerre, de la résistance, des nombreux réseaux, notamment des réseaux combattants. Vous avez un dossier sur les collectifs des mouvements combattants. Vous avez aussi les mouvements de la résistance intérieure française. Vous avez un dossier d'homologation des unités FFI. Vous avez les archives des maquis et des répertoires de tous les maquis. Vous avez les archives du Commissariat national de l'intérieur ou encore les dossiers des missions, réseaux et mouvements. Et vous avez d'autres, évidemment, dossiers qui arrivent un peu partout. C'est un portail culturel mémoire des hommes aussi qui se base sur les archives conservées par l'armée. Vous avez les dossiers individuels concernant les victimes de la répression nazie, les fusillés du Mont Valérien, donc qui recense 1009 victimes dont les noms sont inscrits sur le monument commémoratif du Mont Valérien. Vous avez les archives de la police, aussi de la préfecture de police, notamment les activités des services des renseignements généraux et particulièrement les brigades spéciales pendant l'occupation 30-44, c'est la période qui est du dossier. Et bien sûr, vous avez toutes les archives départementales qui sont généralement la série W, qui sont les versements des services de l'État. Vous avez les préfectures, les cabinets du préfet, les comités d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, les cours d'appel, les directions départementales de l'Office national des anciens combattants, les directions départementales des renseignements généraux, les établissements pénitentiaires, les services régionaux de la police judiciaire, les sous-préfectures, les tribunaux. Vous avez les séries J aussi, qui sont les archives privées. Vous avez les séries FI, qui sont les documents figurés ou assimilés d'origine privée. Vous avez les séries AV, qui sont les documents sonores et audiovisuels d'origine privée. Vous avez les sous-séries E dépôt, qui sont les archives déposées par les communes. Et vous avez certains services d'archives qui mettent en ligne, n'hésitez pas à aller voir des sources relatives à la Seconde Guerre mondiale, notamment vous pouvez aller chercher sur les archives de l'Alsace, du Calvados, de la Haute-Vienne, du Pas-de-Calais, de Seine-et-Marne, c'est accessible en libre. Vous avez les archives communales aussi, où il y a plusieurs documents, et vous avez évidemment des sites en ligne très très intéressant. En cela, le mémoire des résistants et FFI arrondissement de Brest, c'est un site, donc vous pouvez avoir accès à toutes les notices biographiques des résistants ayant agi clandestinement ou combattu dans l'arrondissement de Brest. Vous avez le centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon, le musée d'histoire de Lyon, dans la guerre 1939-45. Vous avez bien sûr le site sur la Fondation de la Résistance, vous avez évidemment le musée de la Résistance en ligne, et vous avez aussi le musée de la Libération de Paris, le musée de Général Leclerc, musée Jean Moulin. Je vous invite à aller voir vos archives départementales aussi. Il y a beaucoup de documents maintenant, de plus en plus, qui sont accessibles en ligne dans les archives départementales. Donc si cela vous intéresse, allez-y. Moi, pour mon département, je suis quand même allée voir plusieurs fois il y a quelques années. Il y a même un dossier, par exemple, de préfecture où il y a certaines lettres de dénonciation. Voilà, c'est quand même assez édifiant quand on lit ce genre de choses. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. J'essaie de faire des podcasts qui font entre 1h et 1h15, 1h20 grand maximum pour que ça soit quand même le plus facilement écoutable. Donc on cale à peu près, puisque je pense qu'on va finir à 1h15, donc c'est parfait. J'espère que cette thématique vous a plu. Prochaine thématique, grande question. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Attendez, bougez pas, je l'ai sous les yeux.
Les prochaines, donc en mars, les Romanov, donc la fin de la famille Romanov, voilà, et les différentes pistes après. Vous aurez Catherine de Médicis, Lucrèce Borgia, que des femmes, hein. Vercingétorix, normalement les Templiers, la vie quotidienne à l'ère victorienne, Homère, et on finira par la guerre de Troie pour 2025. Donc inutile de vous dire que mon emploi du temps est très chargé, mais c'est qu'avec un grand plaisir que eh bien, je me plongerai dans les Romanov, qui sont quand même une partie des marottes de Lisa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit cœur ou ce que vous voulez. Et d'ici là, eh bien écoutez, on se donne rendez-vous pour le prochain podcast qui sera sûrement dédié à la tragédie de Courrières en 1906, suite à ma lecture du livre de Marie-Paul Armand. Au revoir et bonne semaine. Ciao.